Les règles élémentaires de la prudence nous enseignent que quand on est sur la route et qu'on veut doubler, on doit regarder dans le rétroviseur. Même chose quand il s'agit de la marche de l'histoire. Quand une nation veut se dépasser en accomplissant une révolution, elle doit regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire son histoire. Sinon, elle risque d'être percutée de plein fouet par un objet roulant à grande vitesse et qu'elle n'a pas vu venir. L'histoire, comme vous le savez, est impitoyable. Quand on l'ignore, quand on la néglige, elle peut se venger violemment de nous. Elle est capable de faire surgir parmi nous les monstres du passé. Ils se déchaînent, nous terrorisent et finissent par nous prendre en otage. J'ai réalisé cela un jour dont je me souviens très bien. Il y a toujours un instant T. C'était l'après-midi du vendredi 14 septembre 2012, quand un groupe d'illuminés a attaqué l'ambassade des États-Unis à Tunis pour y mettre le feu à cause d'un film américain, L'innocence de l'islam, qui porte atteinte à la mémoire du prophète. J'étais abasourdie par ce spectacle. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que je voyais une manifestation de la violence religieuse, mais c'était la première fois que je la voyais directement et non sur l'écran de mon téléviseur. Je me suis dit, qui sont ces gens-là? Ils vont à la mort, ils sèment la mort pour venger l'honneur bafoué du prophète. Et puis, qui est le prophète? Qu'est-ce que je sais de lui? Qu'est-ce que je sais de l'islam? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Et je voyais au-dessus de l'ambassade des États-Unis une épaisse fumée noire qui m'a semblé comme la matérialisation de mon ignorance de notre histoire, de l'histoire de l'islam, une religion qui a toujours fait partie de ma vie, mais qui commençait à me devenir étrangère. Évidemment, nous connaissons tous cet islam paisible des foyers. Il a pour moi le visage serein et pieux de ma grand-mère. Eh bien, cet islam-là était en train de muter, de devenir une arme pointée sur nous par des fanatiques, de devenir un outil de propagande politique au service d'aventuriers en quête de pouvoir. Alors, j'ai décidé de comprendre. Je ne voulais pas rester l'observatrice passive et indignée de ce spectacle morbide. Et j'ai décidé de faire comme ces illuminés et de lancer un assaut. Pas sur une ambassade, bien sûr, mais sur cette forteresse qu'est l'histoire de l'islam. J'étais persuadée que la connaissance du passé pouvait me donner des clés pour comprendre le présent. Et là, j'ai fait un peu comme Marcel Proust, toute proportion gardée, et je suis partie à la recherche du temps perdu. Vous savez, quand on se sent égaré, le premier réflexe qu'on a, c'est de revenir au point de départ, à la source. Et j'ai commencé à lire les livres les plus anciens de la tradition musulmane. Évidemment et naturellement, je me suis intéressée de près aux personnages clés de cet islam des origines, le prophète Mohammed. L'expérience a été passionnante. Plus je lisais, et plus cette fumée noire épaisse se dissipait. Le
le personnage mythique, lointain, du prophète sortait progressivement de la pénombre. Il s'approchait, devenait plus humain. Et j'ai été particulièrement interpellée par la dernière phase de sa vie, une période particulièrement intéressante et riche, à plus d'un titre. D'abord, l'homme est mort triste, malheureux, malmené par son entourage. Et ceci a créé avec lui une relation d'empathie. La dimension tragique que j'ai perçue chez lui a même donné un surplus d'humanité. Et puis, là, c'est une chose que tout le monde connaît, la mort du prophète a constitué un moment décisif dans l'histoire de l'islam. Car durant cette période, la question cruciale de sa succession a été posée, violemment posée. Et nous savons tous que cette question est la matrice de tous les conflits, de tous les problèmes qui déchirent les musulmans depuis 14 siècles. Et il y avait autre chose, quelque chose qui m'a fascinée dans les derniers jours de Mohammed. C'est la part d'énigme qui entoure cette période et qui laisse planer l'ombre de l'assassinat politique. Alors, j'ai commencé à mener une enquête. J'ai joué le rôle de la police scientifique. Et faute de pouvoir prélever les empreintes des suspects, puisqu'ils ne sont plus là, j'ai prélevé les indices et les empreintes que j'ai trouvées dans les textes de la tradition. J'ai accumulé, au terme de cette enquête, une masse considérable de notes. Un jour, en essayant d'y mettre de l'ordre, je me suis dit « Ah, j'ai de quoi faire un livre, là ». Et voilà que le besoin de lire l'histoire de l'islam s'est transformé en besoin de l'écrire, de la réécrire précisément, avec mes mots, mes phrases, pour mieux me l'approprier. En somme, ma démarche ressemble un peu à celle des salafistes. Eux aussi, ils s'approprient le passé et mettent le passé au cœur du présent. Mais à la différence que moi, je place le passé au cœur du présent, non pas pour le vénérer, mais pour l'interroger. Les salafistes regardent le passé avec les lunettes roses de la légende. Moi, je le regarde avec un microscope. Pour moi, l'histoire ne doit pas être un objet de culte, mais un objet de connaissance. Et cette connaissance que j'ai fini par construire autour des derniers jours de Mohammed m'a révélé une chose très importante à mes yeux, c'est que l'image mythique, la représentation mythique et idéalisée que nous avons de l'islam des origines est un mensonge. Le constat le plus accablant que j'ai fait est que la violence dans l'histoire de l'islam n'est pas un phénomène conjoncturel, mais structurel. Ce qui m'avait le plus choqué, c'est que le prophète a sans doute été lui-même victime de cette violence. Le premier califat a été instauré suite à un véritable coup d'État et il a été inauguré par un bain de sang. Le premier calife a tout de suite déclaré une guerre sans merci à tous ceux qui ont contesté son autorité. Voilà qui déconstruit l'image d'un âge d'or de l'islam et de ses pieux ancêtres, as-salaf as-salah, dont se réclament les salafistes. Daesh, en instituant le prétendu État islamique, ne fait en fait que répéter les origines tragiques de ce premier califat qui a été édifié au prix d'un massacre. Alors, quand on évoque cette question de la violence endémique au cœur de l'histoire de l'islam, j'ai constaté qu'il y a deux sortes de réactions.
Il y a d'un côté une réaction majoritaire, celle du déni. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas nous. Et il y a à l'opposé la réaction des intégristes qui glorifient cette violence, la célèbrent et veulent la perpétuer sans cesse dans un geste de répétition compulsive. Moi, je pense qu'il y a entre les deux réactions une posture intermédiaire, qui est la mienne, qui consiste à assumer cette histoire tout en la tenant à distance, tout en la prenant pour ce qu'elle est, un temps révolu qui doit être soumis à l'analyse et à la lecture critique. Et il faut dire que les textes de la tradition musulmane se prêtent volontiers à cet exercice de la lecture critique. C'est vrai, ces textes sont un outil de légitimation de la violence et du fanatisme. Mais quand on regarde de près, on constate que ces textes contiennent à la fois le poison et l'antidote. Il suffit simplement de retourner l'arme textuelle et de prouver par les mêmes textes que cette utopie d'un islam pur, parfait, absolu, porté par une institution politico-religieuse infaillible, le califat, est une gigantesque imposture. C'est vrai, les mouvements politico-religieux ont toujours confisqué le passé et falsifié l'histoire. Ils ont figé la tradition, ils l'ont momifiée pour la manipuler à leur guise et garder par là même un contrôle sur les esprits. Moi, j'ai essayé d'arracher les textes de la tradition des mains de ces manipulateurs. Et je pense que chacun de nous, à son échelle, doit faire ce travail. C'est vrai, il fut un temps où les textes de la tradition étaient difficiles d'accès et jalousement gardés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Franchement, on n'a plus aucune excuse. Souvent, quand je rencontre mes lecteurs, ils me font part de leur étonnement devant les révélations qu'ils ont trouvées dans mon livre. Ils me disent « mais ce n'est pas ce qu'on nous a raconté ». Et je leur dis toujours « c'est facile, allez vérifier vous-même dans les sources, construisez votre jugement, comme dit Montaigne ». Je crois qu'il faut qu'on rompe définitivement avec cette paresse intellectuelle qui nous empêche d'aller nous-mêmes vers les textes fondateurs de l'islam. Chaque période historique a le devoir d'investir sa tradition pour la relire et la réécrire. Le XVIe siècle, comme vous le savez, a été surnommé le siècle de la Renaissance, alors qu'il a été déchiré par les guerres de religion. Or, si on l'appelle Renaissance, c'est parce que pendant ce siècle, quelques hommes ont décidé de lire autrement les livres des anciens. Par ce geste salvateur, ils ont changé le monde. Moi, je pense qu'il y a deux sortes d'authentiques révolutions. Il y a les révolutions coperniciennes, celles qui font avancer la science, le savoir. Et il y a les révolutions individuelles, intimes, que chacun accomplit en lui-même. Les deux révolutions, les deux sortes de révolutions sont libératrices et changent notre vision du monde. Moi, j'estime que j'ai commencé à peine cette révolution individuelle, intime. Et je suis sortie complètement métamorphosée de cette expérience de lecture-réécriture de l'histoire de l'islam. Quel est l'indice de cette métamorphose? Eh bien, je n'ai plus peur. Et du coup, je me sens plus libre. Nombreux sont les gens autour de moi
qui me disent « Mais tu es folle, tu t'attaques à des sujets pareils, tu n'as pas peur qu'on te tue ?» Et là, je leur réponds toujours « Je n'ai pas peur de mourir. Par contre, ce qui me fait vraiment peur, c'est de vivre sans comprendre. » Je vous remercie de votre attention.